200 000 km parcourus en Tesla Model 3 et en Tesla Model Y. C'est ce qu'a fait Bob, qui écrit pour Frandroid depuis plusieurs années déjà et qui nous fait un gros retour d'expérience en tant que propriétaire de Tesla. Point fort, point faible, voyage, coût d'entretien, coût de recharge, autopilote, on passe tout en revue pour vous donner le maximum de recul. On a croqué le bon JB pour accueillir Bob Jouy. PJ à la place de JB. Aïe aïe aïe, ça j'adore. Oh là là, petite punchline pour commencer, j'adore là. Ça va quoi, Bob? Ouais, bah écoutez, ça roule. J'ai suivi ce début d'émission avec attention. Ah, t'étais juste là à côté là. Ouais. Première fois avec nous, du coup, on Exactement. en parlait juste avant. Première fois en plateau et tout avec nous. Alors Bob, tu bosses avec Frandroid et Numérama depuis déjà, on le disait juste avant, 4-5 ans presque. Ouais. Tu as commencé avec nous en 2021 pour écrire sur la voiture électrique, beaucoup sur Tesla, parce que tu es on peut dire un early adopter de Tesla. En 2019, tu as acheté notamment une Model 3, et puis en 2022, tu as basculé du coup sur la Tesla Model Y propulsion. Donc c'est pas la dernière version, la dernière version qui est sortie en 2025. Exactement, ouais. C'est la version précédente. Et du coup, vu que tu as un bon gros rouleur et qu'on sait que tu écris quand même pas mal de papiers pour nous, tu as déjà roulé 200 000 bornes à bord de Tesla, donc Model 3 et Model Y. Donc là, ça va être l'occasion de prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur, de faire le bilan et de dire à quel point c'est de la grosse... Non, comment ça va, etc. Bon, déjà, première question, c'est quoi un peu la config que tu avais sur ta Model Y et le prix total de ton modèle pour déjà mettre un peu de contexte financier, parce qu'on sait tous que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre pour la voiture électrique. Donc, config plus prix, comment ça se situe? C'est un bon point pour débuter, et surtout, ça permettra de dire qu'avec Tesla, le jour où tu achètes la voiture, c'est pas forcément le même prix que ton pote qui l'achète une semaine après ou celui qui l'a acheté une semaine après. D'une semaine à une autre, tu peux prendre 3 000 € dans la tronche ou au contraire, plutôt le contraire. Même 3 fois 3 000. Mais il y avait eu, moi en gros, la Model Y que j'ai là, je l'ai acheté fin 2022. C'est du coup une config propulsion noir intérieur blanc avec attelage. C'est une config où sur facture, j'ai payé 54 000 €. Et on était autour du 15 décembre 2022. Avant la fin de l'année, la même config avait baissé de 11 000 €. Waouh, 11 000 balles là. Et comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? En fait, Tesla fait des ajustements tarifaires très agressifs pour booster la demande. Ou alors, justement, s'ils ont trop de demandes, pour la baisser un peu. Et c'était un moment où, en fin d'année, il fallait vendre à l'appel, comme souvent avec Tesla, puisque ça fonctionne de manière trimestrielle et les fins de trimestre, il faut acheter. Et donc, on pourrait se dire, c'est pas grave, tu te fais avoir une voix. Non. Avec la Model 3, il s'était passé quasiment la même chose. Moi, je l'ai vécu en 2020. C'est la même histoire que ça. J'allais te poser la question aussi, Vincent. C'est exactement pareil. Je pense qu'à 1 000 € près, on est dedans. Et puis en plus de la baisse de prix, moi j'avais pas le coffre électrique, j'avais pas le volant chauffant. Tu sais que t'arrêtes d'y penser. Tu t'es fait douiller. Malheureusement, il faut accepter quand tu l'achètes que ça y est, le prix que t'as payé, limite, faut plus en parler parce qu'après. J'étais content pour les autres. Tu vois, je me disais, au moins ça permet aux autres. C'est quoi le tips à avoir, la bonne pratique à avoir? C'est quoi? C'est attendre les fins de trimestre? Alors il y a ça, mais il y a aussi, en fait, moi je l'entends, comme tu l'avais rappelé tout à l'heure, en gros, moi j'ai une Tesla depuis 2019 et déjà à l'époque, sur les forums et tout le monde disait ah ouais mais faut attendre. Et donc t'en as tous les 3 mois, ils disent faut attendre 3 mois. Et donc ça peut faire 2 ans que t'attends une Tesla et t'achètes jamais quoi. Et en plus quand t'as acheté, je me souviens, on était tous persuadés que c'était le bon moment pour acheter et que potentiellement ça allait augmenter. En vrai, tu peux pas, il y a pas de tips en fait. C'est achète quand t'as besoin. Malheureusement, je pense que c'est ça. Il faut que chacun accepte parce que tu vois, on pourrait pas être dans une position où on dit achetez maintenant, vraiment c'est le bon moment. Et puis t'en sais rien, 2 semaines après, c'est 8 000 de moins et voilà donc. Alors 60 000 bornes en Model Y, après 60 000 bornes, quels seraient selon toi les points faibles et les points forts du Model Y si on veut prendre un peu la big picture, comme j'aime le dire, de ce véhicule? On connaît généralement Tesla pour la performance, la puissance, la conduite autonome. Moi, c'est pas ce que je retiens en premier, surtout pour la Model Y, mais bon, pour les Tesla en général. Les points forts, moi, le truc vraiment de base, c'est la simplicité, dans le sens où t'as pas de clé, t'as pas de bouton pour démarrer. C'est vraiment, en gros, ton phone, il est dans ta poche. Maintenant, tu peux même avec ton Apple Watch,
tu as juste ça sur toi, tu ouvres la porte, tu mets le pied sur le frein et ça y est, tu roules. Et ça, c'est, je pense, l'un des trucs les plus sous-cotés parce qu'on a tendance à le considérer comme acquis, mais il y a encore peu de voitures où ça fonctionne vraiment comme ça. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Le deuxième, je dirais la simplicité pour les grands trajets. Et ça, Tesla le fait depuis toujours, j'ai l'impression. Avec le planificateur d'itinéraire. C'est ça. Tu es ici, admettons même que tu es que 20%, tu es à Paris, moi je vais à Berlin. En fait, tu n'as pas de gymnastique à te faire, à te dire ouais, mais où je charge, quand, comment, machin. Ça va vraiment te dire, tu vas te charger un quart d'heure là, 20 minutes là, etc. Et ça nous a permis, comme tu l'as dit, de faire en gros 200 000 km. Ça fait une moyenne de peut-être 35, un peu moins de 40 000 par an dans toute l'Europe sans prise de tête, quoi. Ça, c'est dingue quand même. Ouais. Parce que c'est quelque chose dont les gens ont peur. C'est souvent les longs trajets. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point aujourd'hui les technologies, notamment le planificateur d'itinéraire, qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de voitures électriques, te simplifient la vie. C'est-à-dire qu'il te fait tout pour toi, tu n'as juste qu'à le suivre et basta, quoi. Et c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir un retour d'expérience sur le fait que tu fais 200 000 bornes sans souci, sans prise de tête, quoi. Et je pense, en ayant testé plein d'autres voitures, on se rend compte aussi que le plug and charge sur les superchargeurs Tesla, c'est un gain de... Enfin, tu vois, pour expliquer un petit peu ceux qui n'auraient pas vraiment la notion, c'est-à-dire qu'avec une Tesla, tu n'as pas besoin d'une carte de recharge, tu n'as pas besoin d'avoir de moyens de paiement spécifiques enregistrés ou quoi. Tu arrives à un superchargeur, tu appuies sur le bouton de la borne, ça ouvre ta trappe, tu branches ta voiture, la voiture, elle charge. Et ça, maintenant... Ça va dans le bon sens quand même, parce que même ailleurs, notamment le fait. Enfin, mais tu vois, en 2019, c'était la jungle. Et sur les points faibles, alors si on peut lui trouver quelques petits défauts, c'est Tesla Model Y, personne n'est parfait. Non, bien sûr. Surtout, maintenant, il y a quand même de la concurrence, il y en a beaucoup plus qu'il y a 6 ans. Dans les points négatifs, il reste quelques trucs qui, en fait, faut en avoir fait le deuil, qui sont par exemple les aides au stationnement, parce que on se souvient qu'en 2022, Tesla avait dit on enlève les radars sur les pare-chocs et puis vous inquiétez pas, on va tout faire avec les caméras, ça va être nickel. On en recausera peut-être. Mais en fait, ça fonctionne. On peut pas s'y fier. Donc en fait, tu vois, des fois, tu vois un obstacle, il te dit stop. Tu t'arrêtes là, tu descends de la voiture, t'es à 1,20 m. D'autres fois, il te dit rien, et puis si tu fais pas gaffe, t'emboutis quelque chose. Voilà, il y a ça. Je dirais encore aujourd'hui la gestion des essuie-glaces, qui est en fait toujours pas satisfaisante. C'est fou. Et ça m'interpelle, ça. La gestion des essuie-glaces, le b.a.-ba d'une voiture classique. Oui, mais c'est devenu presque honteux, et tu vois, en fait, on apprend à vivre avec, parce qu'on se dit, s'il va pleuvoir, en gros, je vais presque devoir passer en mode manuel pour les essuie-glaces. Ou à l'inverse, parfois, t'as un plein soleil, et là, d'un coup, ça se met comme s'il y avait une trombe. Et tu vois, au fur et à mesure des mises à jour logicielles, le fonctionnement évolue un peu, mais il y a quelques années, depuis quelques années, tu ne peux plus utiliser le régulateur de vitesse ou l'autopilot sans que les essuie-glaces soient au moins en mode automatique. Donc des fois, comme tu l'as dit, il fait beau. Et puis d'un seul coup, tu as l'essuie-glace qui commence à se mettre. C'est flippant. Et tu peux pas le mettre en mode arrêt. Et, il va te dire, non, si tu es en autopilot, tu peux pas. Ok, d'accord. Et pourquoi pas de capteur de pluie et justement tout par caméra. Et donc on en parle à l'intérieur avec Valéo, mais est-ce qu'on peut vraiment tout faire par caméra? Et moi, je suis persuadé qu'ils peuvent gérer la pluie avec la caméra, mais ça fait des années qu'ils essayent de gérer. Mais ils ont fait une chasse au coût et ils se sont dit, ça, on le dégage et peut-être qu'on arrivera, machin. Au final. Ça reste le consommateur qui a le pouvoir, et puis si les gens continuent d'en acheter, ça envoie quand même le message que c'est pas si grave que ça de l'enlever. D'autres petits bémols à mettre en Perso, non, mais je sais que ça revient souvent. Il y a l'absence d'Android Auto et d'Apple CarPlay, où ça peut pénaliser pour certaines habitudes ou quoi. Moi, j'ai jamais eu l'habitude d'utiliser ça, donc voilà. Et le système est assez bien fait. Alors, ça peut être pas mal d'avoir Apple CarPlay, Android Auto pour Waze, pour Coyote, pour des trucs que t'as pas. Mais si t'es habitué à juste Google Maps, YouTube, Spotify et tout, Apple Music, il y a déjà tout intégré qui est plutôt pas mal. Et si tu devais, alors t'as eu une Model 3, t'as eu une Model Y, si tu devais un peu lister les grandes différences entre ces deux véhicules qui n'appartiennent pas vraiment à la même catégorie, t'as une berline d'un côté, t'as un SUV de l'autre, donc forcément il y a beaucoup de différences. C'est quoi les principales différences justement entre ces deux véhicules? Le premier, j'en mets deux à peu près au même niveau, mais on va dire, position de conduite. Il y en a une, en gros, il y a une voiture, tu descends dedans, la Model 3, tu ouvres la porte, tu descends dedans, tu te mets, tu conduis un kart. C'est dans la cave. Et il y en a une autre, tu montes dedans, quoi. C'est un SUV. Ça, niveau position de conduite, c'est clairement différent. Et c'est plus confortable sur long trajet, je trouve, le modèle Y où t'es plus assis, et surtout quand t'es grand,
t'as les jambes un peu plus comme sur un canapé, quoi. Alors qu'en effet, la Model 3, t'as les jambes un peu plus allongées, donc ça peut un peu tirer le dos ou autre quand t'es sensible, quoi. Ouais, et puis si t'as des passagers derrière, ça n'a rien à voir. Je veux dire, si tu fais 1m90, t'es conducteur, derrière toi, t'as un adulte, tu préfères voyager en modèle Y qu'en modèle 3 quand même. Ok, d'accord. Mais deuxième truc, clairement, c'est le coffre. Donc déjà, modèle 3, c'est vraiment un coffre avec une ouverture. En gros, tu peux pas mettre une machine à laver, par exemple, quoi. Modèle Y, le coffre il s'ouvre. Une fois que tu l'as rempli, tu te dis qu'est-ce que je fais de la place qui me reste, quoi. C'est presque indécent sur des voitures de cette taille-là. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de concurrence, quoi. Et la Modèle Y, ils l'ont annoncé en 2019. Il y a une place de dingue, même sans baisser les sièges et tout, quoi. Ça, tu le sens là quand t'es parti en vacances, là on le voit en plus à l'image, tu peux rabattre la banquette, etc. Ça, tu le sens quand t'es parti en vacances avec les bagages, etc. T'es top confort, quoi. Oui. Puis on a déjà eu quelques galères où on devait remmener plus de bagages qu'on en avait apporté et tout. En fait, tout tient, quoi. Ouais, tout tient, c'est fabuleux. Pareil, ça. quand on avait déménagé, traversé la France, le dernier voyage, tu as l'impression que tu vas pas tout rentrer et en fait tout rentre dans la voiture. Toi, t'avais fait un essai Modèle Y aussi un peu en voyage En voyage, non, jamais. Par contre, Modèle 3, t'as des galères de place dans le coffre quand tu bouges un peu. Parce que le coffre est énorme aussi. Il n'y a aucun concurrent qui fait aussi bien que la Modèle 3 en termes de volume de coffre dans le même gabarit extérieur. T'as un sous-coffre énorme, t'as le coffre à l'avant. Par contre, ce que Bob soulignait tout à l'heure, c'est vrai, tu peux pas transporter de meubles encombrants parce que t'as beau rabattre les sièges, ça reste une malle que tu ouvres et donc c'est pas un haillon énorme. Exactement. Donc, mais sinon, les bagages, c'est la folie en vrai. Enfin, ouais. Et puis, tu as toujours la petite soupape, comme tu as dit, le coffre avant, où tu vois, quand tu te dis, oui, c'est vrai, j'ai tout rempli, mais non, devant c'est la bonne nouvelle. C'est là, oh putain, j'ai plus de place. Exactement. Non, j'ai X dizaines de litres à l'avant. Et qui est encore peu utilisé par la concurrence, je trouve. C'est quelque chose qu'on voit plus finalement sur les autres voitures électriques. Souvent, parce que c'est des plateformes multi-énergie comme Stellantis, où ils ont prévu de mettre un moteur pour la version essence, donc ils n'ont pas prévu de faire un frunk, ou ils n'ont pas voulu parce que ça coûte trop cher. BM, ils nous l'ont avoué, ils nous ont dit sur la série 5, on aurait pu mettre un frunk pour la version électrique, mais vu qu'elles sont faites sur les mêmes lignes de prod, on voulait pas, pour des raisons financières, faire une version spéciale du coffre avant pour l'électrique et une version spéciale pour le thermique. Et du coup, ils ont tiré un trait sur le frunk, et du coup, t'as un gros cache plastique, et si jamais tu le soulèves sur l'électrique, tu vois rien. Tu vois du vide un peu, tu vois. Enfin. Je me permets de revenir sur les petits défauts, un commentaire du bon Zoba qui nous dit tous ces défauts, plus le fait qu'il n'y ait pas de vision tête haute. Est-ce que toi, c'est un manque qui t'a perturbé, dérangé, ou alors tu te dis non, mais je fais très bien sans? Ouais, c'est ça, je fais très bien sans. Après, j'imagine que s'il existait une version future avec ça, on se dirait c'est cool. Mais ça me refait penser que à l'époque, en 2019, juste avant qu'elle arrive en Europe, y en avait même qui se demandaient si le fait que l'écran soit au milieu, ça allait pas être gênant. Aujourd'hui, c'est un truc qu'on n'entend plus du tout. Tu sais, pour aller zioter la vitesse ou truc comme ça. Et que tu vois partout. Au moins on le voit de plus en plus. Mais je trouve ils sont un peu radins sur le coup. Ils pourraient faire comme Xpeng, mettre un petit écran derrière le volant, comme sur la Model S, le combiné d'instrumentation. Parce que je suis d'accord avec toi. Quand tu testes des voitures qui ont l'écran derrière le volant, le combiné ou le HUD, l'affichage tête haute, t'es en mode c'est cool quand même et tout. Mais tu te dis pas c'est indispensable non plus, mais ils pourraient le mettre, tu vois, un petit écran. Quoi. Alors, tu as quand même roulé des dizaines de milliers de kilomètres à bord des Tesla. Forcément, il y a une question qui me vient en tête, c'est l'entretien. Et qu'en est-il de l'entretien du coup de tes Tesla? J'ai cru comprendre quand même que tu as eu besoin de changer de moteur à un moment donné. Raconte-nous un peu ça. Ouais, sur l'entretien, il faut savoir que Tesla aujourd'hui ne préconise plus aucun entretien périodique. Contrairement à plein de constructeurs, ils vont te dire tous les X milliers de kilomètres, il faut venir checker un truc ou deux. Donc ça a permis par exemple en Model 3 de rouler presque 4 ans sans faire d'entretien. Sans rien. Même pas aller voir un garagiste, une petite révision, un petit truc. Non, j'ai eu... alors, il y a eu deux trucs. Un qui était pris en charge par la garantie, qui est un rappel connu maintenant sur les Tesla Model 3, mais c'est les triangles de suspension qui se mettent à faire du bruit. Okay. Coup de bol, ça m'est arrivé avant 80 000 km, après tu n'as plus de garantie sur ça. Donc voilà, il y a eu ça qui a été fait. Et j'avais eu une infiltration d'eau dans le coffre qui m'avait cramé l'ampli. Donc ça, j'avais dû changer, mais à la louche, ça a dû me coûter, on va dire, maxi 500 € pour 135 000 bornes en Model 3. Ouais, c'est que dalle. C'est négligeable. Model Y, donc là, elle est pas si vieille et moins de 80 000 km, donc pareil, il y a encore toute la garantie. Je dis 80 000, mais pour moteur et batterie, c'est le double.
Donc, voilà, juste pour donner un ordre. Mais donc, l'été dernier, on était sur la route, genre en ville à 50, un truc comme ça. Et truc que forcément on connaît pas en électrique, comme si la voiture calait. Mais genre vraiment, tu vois. Genre elle cale. Elle cale, tu peux plus bouger, je suis au milieu de la route. Oh pétard. Et il y a le truc qui s'affiche, genre arrêtez-vous immédiatement, machin, t'es déjà arrêté, tu vois. Donc je descends de la voiture, je ferme la porte, je remonte dans la voiture, et là ça va, elle redémarre, machin. Mais pareil, t'as le mode tortue, les clignotants de partout et tout, donc forcément on se met sur le côté illico. Et bref, je vais fouiller dans le mode entretien, machin, je vois que c'est pas de moteur. Mais la voiture était encore roulante. Donc là, pas de moteur, c'est une voiture avec un seul moteur. Donc il n'y en a pas un autre qui prend le relais, quoi. On n'est pas comme dans les avions avec 4 réacteurs, tempérants, tu peux quand même avancer, quoi. Donc voilà, bon bref, on était en vacances et on a quand même pu faire le retour. Donc on était pas loin de la Côte d'Azur, on avait quasiment 1000 bornes pour revenir, mais vitesse limitée à 100 km/h. Donc on est revenu en mode quasiment camion, quoi. Wow. Donc c'est cool pour la consommation, tu consommes, mais tu mets un peu plus longtemps. Mais ça voilà, et donc au retour, le rendez-vous avait déjà été pris au service center quand on était en vacances, mais bref, au retour, c'était une intervention qui a duré la journée, et puis voilà, ils remettent un moteur neuf. Donc ça a coûté 0, mais ça coûte un peu en... pas ta peur, mais je veux dire, ça fait toujours un peu embêtant. Ils t'ont dit si c'était courant ou si ça... En fait... Ils te le diront jamais, ça. Non. Et puis malheureusement... ils font toujours un peu le même blabla, à te dire c'est quelque chose d'exceptionnel, ça arrive jamais, machin. Mais à savoir que l'année d'avant, on avait déjà cramé un moteur sur la Model X de mes parents. Donc quand ils disent c'est des trucs qui arrivent jamais, t'en as 2 sur 2 Tesla différentes en 2 ans. Dans la même famille. Et là, c'est garanti 8 ans. Et si tu sais combien ça t'aurait coûté si t'étais en garantie? J'étais étonné parce que c'était pas si cher, c'était quelque chose comme 1 200 € sans la main d'œuvre. Ah oui, d'accord. C'est pour le moteur. Et c'est pour ça qu'en fait, ils s'embêtent pas à tenter de réparer le moteur. Ils disent on le remplace et puis eux après ils prendront le temps de leur conditionner. C'est pour ça. Contrairement à parfois des pannes sur la batterie, quand c'est pour ta pomme, il y en a pour très cher. S'ils n'arrivent pas à isoler les modules et qu'ils disent faut changer le pack, en fait un moteur c'est pas si cher. Voilà. Tu me parlais de consommation tout à l'heure, du coup j'ai envie de parler recharge. Comment ça se situe là après 200 000 bornes en moyenne, les coûts de recharge, et notamment je sais que tu aimes bien comparer avec les voitures thermiques. Est-ce que ça coûte cher de voyager avec une voiture électrique? Ouais. Alors ça coûte cher. non, mais je dis ouais parce que je fais un petit disclaimer. J'ai la chance d'avoir de la supercharge gratuite depuis que j'ai une Model 3. Parce qu'au début, il y avait des parrainages, machin. Maintenant, ça fait un bout de temps que j'ai plus de parrainage. Mais c'était toi sur les forums sous une quinzaine de pseudos différents. Non, même pas. Mais donc voilà, j'avais de la supercharge gratuite depuis 2019. J'en ai encore pour 2 ans. Donc, si je me base sur mes coûts à moi, notamment en voyage, je vais te dire que c'est gratos de voyager en électrique. La réalité, elle est forcément différente. Et je recharge maintenant à la maison principalement. Et à la maison, pour ceux qui connaissent un peu, on est beaucoup à avoir un contrat tempo en voiture électrique et tout. Donc quand on recharge, à la louche, on va dire que ça coûte 2,50 € pour 100 km. Le contrat tempo te permet du coup d'avoir des heures creuses à certains moments de la journée et des heures pleines qui sont plus chères à d'autres moments de la journée. Et ça fonctionne par couleur de jour, mais bref, quand on recharge, en gros, c'est 13 centimes le kilowattheure. Et puis on va dire que la consommation à la prise mesurée, elle va être autour de 20, donc ça fait quasiment 2,50 € pour 100 km. Donc pour donner un petit ordre de comparaison, ça ferait une voiture au jus de dinosaure, puisque tu m'as demandé de comparer, qui consommerait 1,5 litre 5 au 100. 1,5 litre au 100, un truc comme ça. Donc ça n'existe pas. En gros, ça consomme 4 fois moins, ça coûte 4 fois moins cher au 100 km qu'une voiture essence ou diesel. Ça, c'est pour la partie recharge à la maison. Quand tu es en voyage, le coût, il est sensiblement plus élevé, mais quand même, au moins sur le réseau de superchargeurs, on est, on va dire, 2,5 fois plus cher. Qu'à la maison. Ouais. Et donc, on arriverait à des coûts, on va dire, de 7,50 € pour 100 km, mais que sur ta partie grand voyage. Donc, si tu pars de chez toi déjà avec 100%, tu arrives à destination, batterie pas trop chargée, ton voyage, il te coûte moins cher que ça aux 100 km, mais même, admettons, et puis après, ça va dépendre des profils. Celui qui fait que des grands trajets et qui paye tout le temps plein pot, ça va lui coûter plus cher. Et c'est pas comme si on faisait 1000 km tous les 2 jours non plus, quoi. Les grands trajets, c'est pour les vacances. Alors certes, on est en France, on a beaucoup de vacances, on a l'avantage de pouvoir partir souvent, mais ça reste quand même quelque chose de plus rare que le quotidien. Exact. Et ça coûte toujours moins cher que l'essence ou le diesel, même sur Tesla superchargeur.
Et dans le pire des cas, ça te coûte à peu près le même prix que l'essentiel diesel. C'est quand tu es sur des bornes type Unity ou Total qui sont un peu plus chères au kilowattheure. Et dans ce cas-là, en effet, tu as un coût au 100 km qui est comparable au thermique. J'ai une question peut-être un peu plus philosophique, mais c'est ta perception du véhicule Tesla au fil du temps, notamment avec la problématique Elon Musk et tout ce qui se passe autour de lui. Est-ce que du coup, ça t'a poussé en quelque sorte à avoir un autre regard d'un côté du coup sur la marque Tesla et du coup par extension aussi sur tes véhicules? Ouais. Alors sur Musk, moi je dirais que je trouve qu'on en entend un peu trop parler parce que lui fait trop parler de lui et souvent associé à tort aux voitures, pas vraiment parce que c'est sa marque, mais aux propriétaires des bagnoles. Parce que au final, tu vois. Je suis pas sûr qu'il y ait plein de monde qui se disent moi j'ai une Toyota, je connais son PDG, j'ai une Kia, je connais son PDG, j'ai une Hyundai, je connais son PDG. Donc moi c'est pas vraiment Musk et son attitude qui m'a fait changer de perception sur les voitures, mais c'est deux trucs. La première c'est que en fait maintenant c'est hyper commun. Donc tu vois, tu passes une demi-journée, là si t'es dans Paris, il y en a beaucoup, mais n'importe où en France, tu vas voir des dizaines de Tesla quoi. Avant au superchargeur, t'étais parfois tout seul, il y en avait pas partout, machin. Les gens se faisaient coucou, je crois, ils disaient bonjour et tout, il y a quelque chose quoi. Les vieux de la vieille, tu les reconnais qui lèvent la main, mais donc il y a ça, le fait que maintenant en fait ça soit des voitures hyper communes. Moi je me souviens en 2019, des fois t'allais te garer quelque part, t'en as qui causaient sur le parking en disant ça c'est des voitures, ça vaut 100 000 € et tout, alors que déjà à l'époque pas du tout, mais aujourd'hui tu vois les Tesla coûtent 40 000 € grosso modo, ça a changé. L'autre truc qui m'a fait changer de perception par rapport à Tesla, c'est que leur promesse de conduite autonome, au moins pour l'Europe, moi j'y crois plus trop quoi. Tu vois, tu demandais tout à l'heure les coûts, les configurations. Fausse promesse à tes yeux. Sur la Model 3, j'avais payé la capacité de conduite autonome. Ah ouais. L'équivalent du FSD quoi. C'est ça. Avec en fait tu payais la promesse parce qu'à l'époque même aux US le FSD bêta n'existait pas et tout, donc t'achetais la promesse et tu te dis je le prends maintenant machin. C'était combien à l'époque? 8 500 €. Okay. Ah quand même. Pour du rien. Du coup. Pour rien pour l'instant. Mais la voiture ça se trouve elle sera plus là quand ça servira à quelque chose. Mais donc voilà, il y a ça et donc sur la Model Y, j'ai pas pris d'option, l'autopilote il est de série et heureusement quoi. Oui, c'est bien comme ça. C'est plus la conduite autonome de Tesla sur laquelle j'ai changé de perception que vraiment le PDG qui fait trop parler de lui. Ouais. Et aujourd'hui, si tu n'avais pas de Model Y, et au vu du marché actuel, où la concurrence quand même se renforce, est-ce que tu rachèterais une Model Y ou alors tu te tournerais vers un autre véhicule électrique? Je pense quand même qu'aujourd'hui, là, on va arriver tranquillement à mi-2025. Le refresh de la Model Y en version grande autonomie propulsion, c'est quand même le rapport prix-prestation du marché qui est très dur à battre. Franchement, il est très bon. La Xpeng G6, moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que si en gros, soit Tesla n'existait pas, ou alors comme tu me le dis, Tesla, c'est pas une option, je pense que la Xpeng G6, c'est ce qui pourrait me faire changer de crèmerie, à savoir qu'aussi que il y a les consommations, je trouve, qui rentrent beaucoup en ligne de compte quand même pour à la fois le quotidien, mais admettons, même si tu surconsommes de 20%, ça va jouer à quelques dizaines de centimes au 100 km, donc c'est pas significatif. Mais en grand trajet, avoir une consommation assez basse, ce qu'arrive bien à faire Tesla, ça permet quand même de voyager assez rapidement, limiter les pauses, etc. Et donc ça, c'est assez important pour moi. Mais je pense que oui, vous en avez longuement parlé au début, mais les voitures qui arrivent des constructeurs chinois, c'est des trucs... C'est solidaire. Ah ouais. C'est solidaire. Ouais.